OK, super. Ben, bonjour tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui pour ce webinaire sur la cybersécurité qui est donné par deux experts qu'on rencontre souvent dans les événements. Nous, la gang d'Explorer, c'est des personnes très, très compétentes, spécialistes dans leur domaine et donc on est heureux de les avoir avec nous aujourd'hui. Euh, je suis Doriane, je suis directrice conseil chez Explorer. Et qu'est-ce qu'on fait chez Explorer? Dans le fond, on accompagne les organisations dans leurs projets numériques et d'intelligence artificielle, autant au niveau de la stratégie que la conception d'une solution, le développement sur mesure. Ça peut être de l'automatisation de processus avec des agents IA, etc., etc. Il y a vraiment beaucoup de capacités d'IA qui sont disponibles maintenant. Bref, on aide les PME à adopter l'IA pour augmenter leur compétitivité. C'est notre deuxième webinaire. On en a fait un il y a à peu près un mois qui touchait les subventions, toutes les subventions et les aides financières qui sont disponibles pour les projets numériques. C'est un monde en soi. Et puis, ça peut vraiment faire une différence quand vous avez l'idée pour un projet numérique dans votre entreprise, de connaître qu'est-ce qui est disponible pour donner un coup de pouce au niveau financier. Alors, ce webinaire-là est disponible en écoute directement à partir de notre site web explore.ai, explore, pas de E, explorer donc, dans la section ressources. Alors, aujourd'hui, le sujet du webinaire, ça touche la cybersécurité. Et pourquoi on a voulu faire ça? C'est parce que maintenant, l'IA et la cybersécurité, c'est indissociable. L'IA crée des super opportunités pour les entreprises, des très belles capacités à exploiter. Par contre, elle apporte de nouveaux risques, comme des attaques plus sophistiquées. Et en même temps, l'IA est capable de nous aider aussi à se protéger puis à mieux se défendre. Donc, pour faire, en fait, pour nous donner l'heure juste là-dessus, nous brosser un portrait de la situation et nous parler des mythes, des fausses croyances, des perceptions et de cette complexité autour de l'IA et de la cybersécurité. J'invite Alain et Mehdi de Efficio et de Atras à nous parler de ce sujet-là. Je vous passe la parole. Merci beaucoup, Doriane, pour l'invitation de rencontrer votre réseau. Donc, Alain Marchidon, cofondateur d'Efficio. Efficio, donc, on est une petite boîte spécialisée dans la gouvernance TI et dans la transformation numérique. Donc, on accompagne les entreprises du mid-market, les PME, vers une augmentation de la maturité numérique. Donc, de structurer des chantiers de transformation, de protéger leurs actifs grâce à un programme intégré en cybersécurité. Donc, on a des outils de planification et de gouvernance, mais aussi on a des CIO, CTO, CISO on demand. Mehdi est un collaborateur de longue date, là, comme CISO on demand pour Efficio. Bonjour tout le monde. Merci Dorian pour l'opportunité. Mehdi Talei, cofondateur de groupe Atras ou Atrace en anglais. Dans le domaine de cybersécurité, très particulièrement, nous faisons la surveillance 24/7 des environnements et on fait la réponse aux incidents aussi dans les cas des incidents cybersécurité. Comme Alain a mentionné, je collabore avec Efficio en tant que CISO sur demande pour les clients d'Efficio. Très content d'être ici avec vous et partager notre vision avec les participants. Peut-être, Mehdi, rapprocher ton micro légèrement, tu es un petit peu loin, Euh, le son. J'ai aussi oublié de mentionner, pour ce qui est des questions, j'invite les participants à utiliser la boîte Q&A qui est disponible dans Zoom. Puis moi, je vais monitorer les questions et je vais les poser à Alain et Mehdi là, en cours de présentation. Au fur et à mesure, gênez-vous pas. Bon. Donc, l'agenda qu'on va voir, introduction et enjeux stratégiques de la cyber. On va passer en revue quelques fausses perceptions qu'on entend dans le marché qu'il faut, je pense, corriger. La complexité grandissante, puis l'IA vient ajouter une couche de complexité.
programme intégré en cybersécurité, donc un peu une approche globale pour la cybersécurité. Puis un dernier petit wrap-up, une conclusion qu'on va faire ensemble. Donc, j'aime commencer pour mettre la table avec certaines statistiques, certains enjeux stratégiques. Donc, la BDC, avec ces deux premières mesures-là, 73% des entreprises ont vécu un incident cyber, c'est assez élevé. Prêt à gérer un incident de cybersécurité, mais en fait, la BDC dit qu'il y a moins de 50% des entreprises qui sont prêtes à gérer un incident de cyber. Donc, on va parler tantôt de Incident Response Plan, d'avoir des plans de réponse, puis d'avoir ce qu'il faut pour réagir rapidement. Forrester lui dit moins de 40% des entreprises se sentent très ou extrêmement préparées, donc les gens sont insécures par rapport à ça. C'est souvent aussi ce qu'on entend de dirigeants d'entreprise euh, qui, euh, qui comprennent mal les KPI de leur équipe TI et puis qui se sentent pas à l'aise avec ça. Le Gartner lui va dire que 60% des entreprises ne sont pas bien positionnées en matière de reprise des TI. Donc, on va parler de plan de reprise ici. Donc, ça supporte un peu la notion de la préparation. Poneman Institute, 93% d'entreprises disent qu'ils ont des entreprises qui ont subi un arrêt TI depuis 10 jours. Puis si on fait le lien avec l'indicateur suivant, mais la moyenne des rançons était de 1,13 million au Canada, c'est le Centre canadien de la cybersécurité. Si on regarde plus spécifiquement avec l'intelligence artificielle, en fait, l'impact de l'intelligence artificielle, 67% des usages de ChatGPT et de Gemini se font via des comptes personnels et non gérés par l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qui est à surveiller parce qu'il peut y avoir de l'exfiltration par ces moyens-là. Il n'y a pas de contrôle. Donc, l'importance de mettre en place des procédures et du contrôle sur ça. 77% des employés copient-collent des données dans les outils d'IA, dont 22% contiennent des informations sensibles. Encore là, c'est ces outils-là qui ne sont pas en contrôle, sont pas bien suivis. 40% des fichiers téléversés dans les outils de GenAI contiennent des données personnelles ou financières et 4 sur 10 proviennent de comptes non sécurisés. Donc, ce sont des statistiques qui viennent d'un rapport récent fait par l'AIRX récemment en septembre. Donc, on va voir aujourd'hui, bon, il y a des nouvelles menaces, il y a des nouveaux contrôles à mettre en place, mais il y a aussi des bonnes nouvelles. Les outils IA sont en plein développement, en pleine croissance. Il y a beaucoup d'IA qui sont intégrés dans les outils qu'on peut se procurer sur le marché. On va parler de ça aussi. Justement, Alain, j'ai déjà une question là Oui, pour savoir si vous allez parler de qu'est-ce qui est accessible aux petites entreprises pour contrer les attaques, parce oui, qu'évidemment, les grandes entreprises ont plus de moyens. Et puis, il y a une question par rapport à qu'est-ce que les plus petites entreprises peuvent faire. oui, on va en parler tantôt dans les outils disponibles. Super. Donc, quelques fausses perceptions à dresser. On entend, Mehdi, que c'est la responsabilité TI, la cybersécurité. Qu'est-ce que tu en dis, toi? Bon, avant que j'aborde le sujet, est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? C'est bon. C'est parfait. Bon. Ben écoute, Alain, oui, effectivement, tu sais, dans toutes les entreprises, on dit ouais, la cybersécurité, c'est la responsabilité TI. C'est vraiment faux. La cybersécurité, c'est la responsabilité de tout le monde. Et surtout, c'est dommage dans notre société, surtout tu sais, au Canada, et surtout au Québec, cette mentalité-là n'existe pas encore. La cybersécurité devrait descendre de en haut vers le bas. Le président, il faut qu'il soit on board avec les initiatives cybersécurité. Cette responsabilité-là sera transférée au VP, directeur, gestionnaire, employé, réceptionniste, et name it. Fait que la cybersécurité n'appartient pas à la TI. Elle appartient à l'entreprise entièrement. Il n'y a pas de danger avec ce que je partage avec l'IA. Donc, on a vu tantôt des pourcentages assez épeurants. Qu'est-ce que tu dis de ça? Écoute, je pense que les stats que tu as montrées parlent par elles-mêmes, mais malheureusement, il n'y a pas assez de sensibilisation sur l'IA, comment utiliser l'IA. C'est quoi l'IA déjà, right off the bat? C'est quoi les différents outils de IA qui existent? C'est quoi mes besoins pour aller chercher quel outil?
Je donnais une formation en personne à un de nos clients, une formation sur la cybersécurité. Et puis, il y avait une personne curieuse dans l'audience qui a posé la question sur justement sur ce point-là. Il disait, voyons donc, tu me dis que si je partage quelque chose sur ChatGPT est partagé publiquement. Je dis, écoute, c'est la réalité. On peut le tester. Toi, tu me connais pas, moi, je te connais pas. Fait que sors ton ChatGPT sur ton téléphone. J'imagine que tu l'as. Puis il a dit oui. Je dis, bon, ben, sors ton ChatGPT. Puis pose la question sur Meditalei à ton ChatGPT. On va voir c'est quoi qui va sortir. Écoute, c'était toute ma vie publique. Il a obtenu toute ma vie publique. Tu sais, les conférences que j'ai données, où j'ai travaillé. Tu sais, des fois, moi, je partage. Ben, je suis un coureur, puis je partage. Je pose la question à ChatGPT sur des plans de marathon et tout ça. Fait que jusqu'à ces détails-là, il a été capable d'obtenir des informations là. Fait que moi, mon ChatGPT, je pose des questions très, très, très ouvertes. Fait que, tu sais, j'ai un compte personnel, mais tu sais, un programme de course, ça me dérange pas de poser la question à ChatGPT publiquement. Mais le point, c'est que on a des preuves que tout ce qu'on partage dans les tenants des outils IA publics sont partagés partout. Fait qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on partage, via quelle plateforme et comment. Puis il y a aussi la question, est-ce que les données que j'utilise vont être partagées et donc utilisées pour l'entraînement des modèles? Mais il y a des paramètres à faire attention, autant dans Gemini que dans ChatGPT, sur activer certains paramètres qui empêchent les données de sortir et d'alimenter le modèle. Parce que si ça alimente le modèle, ça pourrait ressortir comme par hasard dans une réponse d'un autre internaute qui fait une requête similaire. Une question qui vient Oui. d'arriver. Est-ce que Copilot est plus sécure que ChatGPT? Euh, Par défaut, oui, mais il y a des éléments quand même à prendre en compte. La notion de la sécurité à l'intérieur de vos SharePoint, par exemple, parce que c'est sûr que SharePoint, tout l'environnement Microsoft, parce que Copilot est mieux intégré naturellement sur les outils Microsoft, mais il y a des éléments de sécurité à mettre en place pour s'assurer que Copilot n'atteigne pas des répertoires ou des données qui ne devraient pas avoir accès selon votre activité ou par rapport à votre rôle. Ah, Donc, en fait, il faut considérer que tous les outils, ça prend de peaufinage et puis la configuration, que ce soit ChatGPT, que ce soit Copilot, que ce soit d'autres choses. Ça prend des configurations. Tu sais, tu peux pas permettre à un employé quelconque d'utiliser Copilot pour aller chercher la liste des salaires des employés au RH. Fait que ça prend une configuration à mettre en place dans notre tenant Office 365 pour justement empêcher ce genre d'accès-là. Puis si, par exemple, moi, j'utilise Copilot dans mon entreprise, puis je commence à lui un peu raconter ma vie, mes enjeux, j'y pose des questions personnelles, à ce moment-là, c'est plus en silo que si je le disais à ChatGPT dans un compte gratuit, je présume. Absolument. effectivement. Si c'est relié à votre compte entreprise, oui. OK. Une autre perception, l'audit garantit la sécurité. Là, on entend ça. Hey, moi, j'ai fait un audit l'année passée. Tout est bien beau, je suis en sécurité. En fait, moi, j'irais plus général que ça, Alain. Non seulement l'audit, mais la conformité en général, ça ramène pas la sécurité. L'audit et la conformité, ça répond à certains besoins très particuliers. L'audit, c'est extraordinaire, là. Ça nous donne une visibilité sur ce qui manque dans notre environnement à remédier pour devenir meilleur dans notre posture de cyber, mais ça nous sécurise pas. La conformité, c'est la même chose. Là, je suis désolé, je sais pas si on va parler de la conformité, mais je devance le sujet. Mettons, si on est conforme PCI DSS, si on est conforme NERC, si on est conforme la loi 25, ça ne veut pas dire qu'on est sécure. On a répondu à certains besoins de la conformité, certains requis, mais on n'est pas nécessairement sécure. La conformité, c'est un des éléments de parapluie de la cybersécurité. Et en plus de ça, ben, l'état de la sécurité évolue dans le temps, donc il faut que notre programme évolue dans le temps également. Tout à fait, tout à fait. L'audit qu'on fait, c'est à l'instant T. Est-ce que dans une semaine, on va avoir la même posture? Pas nécessairement. L'autre chose qu'on entend, c'est l'assurance cyber. J'en ai une, puis c'est correct, je suis protégé, j'ai une assurance cybersécurité. Euh,
C'est une excellente idée d'avoir l'assurance cybersécurité. J'encourage toutes les entreprises d'en avoir une. Mais l'assurance cyber, les compagnies d'assurance sont devenues un peu malignes aussi avec toutes les attaques qui existent. Ils insèrent tellement des clauses à gauche, à droite. Mettons, si tu n'as pas d'MFA dans ton environnement et puis que tu te fais breacher, je suis désolé, tu seras pas payé pour pour ton incident. Fait encore une fois, c'est une excellente idée d'avoir l'assurance, mais ça veut pas dire que l'assurance va nous protéger. L'assurance est un élément supplémentaire, mais ça nous protège pas. On va en parler un petit peu tantôt, mais d'avoir un plan de cyber, un audit et un plan de cybersécurité qui est sur la coche, comme on dit, va rassurer l'assurance de serait capable d'avoir des escomptes sur les assurances. Puis également, ben, ça permet là, de s'assurer que s'il arrive quelque chose, ben, qu'on est quand même protégé par la police d'assurance, qu'on puisse être Alain, couvert. je vais peut-être ajouter un point. Ça nous est arrivé la semaine dernière. Un de nos clients, on faisait une preuve de concept sur un outil de gestion de vulnérabilité. Puis notre client est vraiment smart, a partagé un point avec nous. Il disait que parce que l'outil, ça te montrait les vulnérabilités existantes dans l'environnement entre 0 et 6 mois, 0 mois, 6 mois, 180 jours, 180 jours, 365 jours et plus que ça. Fait que plus que la vulnérabilité, ça traînait dans l'environnement, sa prime d'assurance augmentait. En fait, la responsabilité, ça tombait sur le client au lieu de sur la compagnie d'assurance. Tout à C'était fait. extraordinaire comme exemple. Une autre entente, une autre chose qu'on entend, c'est les menaces viennent de l'extérieur. Ben écoute, on peut résumer ce point-là à un mot, Desjardins. Desjardins. Je veux dire, on veut pas être méchant avec Desjardins, mais les insider threats, les attaques internes existent et malheureusement, ce sont des attaques qui sont beaucoup plus difficiles à détecter et prévenir parce que tu as quand même des employés dans ton organisation qui ont des accès aux privilèges et ils sont capables d'accéder à n'importe quoi dans l'organisation. Fait il y a des mesures de surveillance, mais c'est vraiment une fausse perception de dire que ben, les menaces toutes viennent de l'externe. La meilleure technologie nous protège. Non, pas du tout. Tu peux mettre en place la meilleure technologie, puis tu la configures pas bien comme il faut. Ben, je suis désolé, non, ça te protège pas. C'est bon d'avoir des meilleurs outils en place, mais ça prend la bonne configuration, peaufinage, ça prend des experts qui s'occupent à configurer tes outils pour qu'ils soient efficaces dans ton environnement. Fait que oui, on encourage à avoir des meilleures technologies, mais on encourage encore plus de les bien configurer et puis les mettre en place. Et surtout de mettre la surveillance en place. Parce que Ouais. si tu le mets en place, tu la configures et ça marche super bien pendant 2 mois, et out of the blue, il y a un admin qui fait une manipulation dans ton outil, puis il brise quelque chose, ben, t'es mieux d'avoir la surveillance pour être certain que ta solution reste propre en tout temps. Puis j'ai déjà vu des gens qui ont des super bons outils de surveillance qui génèrent des logs, des logs. Personne ne traite les logs, il n'y a pas d'agrégation des logs, pas de gestion des logs, donc ça donne Exactement. absolument rien. Les outils fonctionnent seuls une fois installés. Ça revient peut-être à la configuration, tu en as déjà parlé un peu. Tout à fait à au même point. Tu vois, j'ai commencé un modèle l'année dernière et puis le VP, il m'a demandé, bon, donne-moi ton budget pour cette année pour acheter des outils. Je dis non, cette année, on va pas acheter des outils. Il me regardait, il me disait, c'était la première personne que je rencontre qui veut pas acheter des outils. Je dis non, vous avez 10 outils qui se chevauchent tous. On est peut-être capable de même décommissionner des outils. Fait que attaquons à la bonne configuration des Hmm. outils, leverageons les outils existants. Aujourd'hui, vous êtes en train de leverager 25% des fonctionnalités de tel outil. Ramenons ça à 85%, 90%. Et puis après, on va regarder si on a besoin d'acheter quelque chose. Fait que non, c'est pas vrai que tu installes un outil et puis ça va fonctionner. Surtout les outils comme Defender, je le prends comme un exemple. Les experts de Microsoft, ils installent Defender, mais ils le configurent pas bien comme il faut parce qu'ils ne sont pas des experts de cybersécurité. Ils n'ont pas de mindset de cyber. Fait que t'as vraiment besoin d'un autre expert qui connaît très bien Defender,
mais avec le mindset de cybersécurité pour qu'il soit capable de configurer ton outil à 100% bien comme il faut. J'ai une firme externe, donc je suis protégé. Moi, j'appelle ça le pelletage d'imputabilité. Alain. Tu t'engages quelqu'un, tu dis, bon, ben maintenant c'est toi imputable, mec qui t'appelle. Non, 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 non. Je pense que, selon moi, l'imputabilité va rester sur l'entreprise. La responsabilité, tu le donnes à quelqu'un de l'externe. Mais les dirigeants de l'entreprise restent quand même imputables. S'il y a un incident qui arrive, ils disent pas que c'est la ferme externe qui s'est fait attaquer. C'est l'entreprise qui s'est fait attaquer. Puis le dernier point, la ségrégation des tâches n'est pas utile. C'est vraiment un point super intéressant. Et puis, il y a beaucoup de débats là-dessus, Alain. Il y a certaines entreprises qui disent, ouais, ben, l'équipe cybersécurité, ils ont des beaux projets à mettre en place. On va leur donner accès sur le serveur et puis le routeur firewall switch qu'ils le déploient eux-mêmes. Je pense que selon moi, en tout cas, c'est pas une bonne idée, là. Je veux dire, quand t'as un administrateur système, c'est lui en fait, le plan stratégique vient de l'équipe cyber, les initiatives viennent de l'équipe cyber, mais l'exécution devrait être faite par les administrateurs de système. Moi, en tant qu'un gars cyber, je peux pas aller jouer dans un serveur de quelqu'un d'autre où une autre personne est responsable et imputable. Fait qu'il faut vraiment faire attention de ségréguer les rôles et les responsabilités, les tâches. Premièrement, justement, pour ce que je viens de raconter. Et deuxièmement, pour être certain que des tâches critiques ne tombent pas entre les deux chaises. Et puis, les gens les oublient, puis après, il y a personne qui s'en occupe. Ça va être la porte d'entrée pour le hacker. Donc, quand on parle de tâches, de ségrégation des tâches, c'est les tâches liées à la cybersécurité. Tout à fait. Moi, j'irais plus loin aussi. Parce que le parallèle que je vais faire à ce que Mehdi vient de dire en cyber, le même parallèle existe du côté applicatif. J'ai trop souvent vu, par exemple, dans un ERP, des utilisateurs qui ont un rôle précis, mais qui ont des accès à plein de fonctions de l'ERP qui n'ont pas d'affaire à avoir accès. Donc, la notion de ségréguer les tâches, d'avoir des rôles précis sur une application ou sur la cyber, est autant vrai. Faut pas donner des passwords à tout le monde pour, sur plein de fonctions, là. Puis il faut éviter qu'il y ait des choses qui tombent un peu entre les cracks parce que là, c'est pas clair, puis tout le monde est un peu responsable, mais pas Oui, vraiment. c'est ça. Tout le monde est responsable et personne n'est. Ouais. Puis ça vient beaucoup aussi à les bonnes pratiques dans la protection de ton AD, de ton Active Directory ou des différents moyens d'accès. Donc, c'est vraiment une analyse à faire en détail. Donc, on a pu voir la notion de complexité grandissante. Tu peux nous parler de ça, Mehdi? Écoute, ça s'arrête jamais, là. Je veux dire, la surface d'attaque élargit en tout temps. Plus que la technologie s'évolue, la surface d'attaque grandit aussi. Aujourd'hui, depuis un an et demi, 2 ans, on entend beaucoup parler, à part de l'IA, on entend beaucoup parler de OT aussi, Operation Technology. Il y a 10 ans, il y a personne qui parlait de OT. Aujourd'hui, tout le monde parle de OT parce que c'est une surface d'attaque qui a été oubliée pendant des décennies. Fait que oui, plus qu'on avance dans la technologie, le IA, les différents types de IA, surtout, la surface d'attaque élargit et il faut qu'on les protège en même temps. L'autre élément, c'est la Ben, réglementation. tout à fait. Les réglementations, toutes sortes de conformités qui existent pour les différents secteurs, comme PCI DSS pour le secteur de commerce de détail, NERC pour le secteur d'énergie, la loi 25 pour le privacy. Fait que plus en plus qu'on a des réglementations, ben, plus il va falloir qu'on se conforme à ces réglementations-là. Donc, plus de job pour tout le monde. Peut-être une petite parenthèse, beaucoup de ces standards-là se ressemblent quand même. Il y a une base commune. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a une diversification présentement au Canada par rapport à la défense, mais ça va amener des besoins, par exemple CMMC. Mais CMMC, c'est basé sur des éléments qui sont très similaires à NIST, mais le fait d'avoir un programme ou une conformité sur un domaine particulier selon un marché qu'on veut atteindre,
C'est quelque chose qui peut aussi créer des opportunités. Il faut le voir aussi positivement. Mais si on est habitué donc à sécuriser puis à suivre un standard comme le NIST, mais de passer à CMMC, c'est déjà plus facile parce que vous avez déployé un processus puis une façon de penser au niveau de la conformité. Peut-être une petite nuance ou clarification à apporter, là. Il y a un des participants parce que tu as parlé, Mehdi, de OT, donc vraiment l'acronyme OT pour Operating Technology, parce Technology. qu'on parle souvent Operational de Technology. IT versus OT, mais il y a aussi l'acronyme IIoT Ouais. Puis Ouais. je peux peut-être Internet faire, of Things. ouais, je peux peut-être faire le Internet of Things puis le voyons, Industrial Internet of Things. Ce sont des technologies qui vont se placer dans l'outil. Ok, donc l'outil, c'est vraiment toute la technologie opérationnelle. Donc on peut parler de machines-outils, de robots. On va parler de systèmes de gestion des trains, donc toute la logistique à bord d'un véhicule. Embarqué. Ça, c'est le volet OT. Puis dans l'OT, ben, il y a des sensors, puis ça, c'est de l'IoT. Ok, donc pour moi, ça fait partie de du OK. même secteur. Super, merci. Les menaces qui sont évolutives, on parlait de l'IA tantôt. Absolument, absolument. Les attaques sont devenues plus en plus sophistiquées. Là, on ajoute IA par-dessus. Elles deviennent de plus en plus difficiles à détecter et elles deviennent de plus en plus performantes aussi. J'ai un exemple à vous donner dans une slide ou deux, là. On va aller plus en détail. Un autre élément de la complexité, mais c'est limité, c'est relié aux ressources qui sont limitées, puis à l'expertise aussi qui est de plus en plus sophistiquée. Absolument. Écoute, on a eu déjà la misère à trouver des ressources dans le domaine de TI et maintenant la cybersécurité, c'est encore pire parce que c'est une expertise quand même assez niche et le besoin augmente drastiquement, très rapidement et puis les ressources malheureusement sont très limitées. Il y a beaucoup de changements de travail. Fait que ça rend le travail très difficile pour les entreprises afin de se protéger. La mesure de de la posture de sécurité, donc la notion de tableau de bord, euh, c'est un volet C'est vraiment important, ça. exactement, Alain. Toi et moi, on se parle quand même très souvent sur ce sujet-là. Tu sais, sur tout ce qui est la TI, c'est quand même très facile à bâtir des métriques, que ce soit des métriques opérationnelles, que ce soit les métriques pour le board. Quand ça arrive à la cybersécurité, il y a certains sujets qui sont vraiment tellement pas tangibles que c'est très difficile à bâtir des métriques KPI là-dessus. Fait que c'est pour ça que les gestionnaires, les directeurs TI cyber dans les organisations, ils ont de la misère à vendre la cybersécurité à à la haute direction. Et dernier contexte qui peut aussi générer des opportunités, c'est la pression contractuelle des clients. Absolument. Il y a tellement, dans toutes les entreprises, ça existe. Il y a tellement, il y a des relations tellement intimes entre les fournisseurs tierces parties que s'il y en a un qui se fait breacher, bien évidemment, la situation met en péril la posture de sécurité du client aussi. Fait que plus en plus, les avocats, les équipes d'approvisionnement, ils sont en train de mettre en place des questionnaires, ils demandent des certificats, ils demandent même des résultats d'audit. Les avocats, ils ajoutent les clauses de cybersécurité dans les contrats. Ce matin, par hasard, je parlais avec un fournisseur de meubles qui vend aux États-Unis au domaine de la défense, puis ils se sont fait imposer des règles de conformité défense au niveau cybersécurité. J'ai été surpris parce que c'est un Imagine. fournisseur de meubles. Ben, tu peux installer un micro dans un sofa et puis le shipper à White House. C'est vrai, j'avais pas faire ça. Donc, l'intelligence artificielle, maintenant, un levier pour tous. Est-ce qu'il y avait une question? Non, c'est parce que ça me fait penser à un exemple que j'ai lu récemment, mais ça a eu lieu, je pense, en 2018. C'était un casino aux États-Unis qui s'est fait hacker via un thermomètre dans un aquarium qui était Aïe, aïe. présent dans le casino. Voilà. Donc, Sky is the limit. ouais. Donc, peux-tu nous parler un peu des leviers pour tous les camps? Oui, écoute, malheureusement, nous avons une réalité assez amère qui existe
dans le monde et puis dans le monde des technologies. Tu sais, les malfaiteurs, les hackers, ils sont toujours en avance sur nous autres dans tout ce qui est des attaques et l'utilisation de la technologie. Ils ont commencé à utiliser l'IA il y a plusieurs années, alors que nous, on se grattait la tête pour voir, OK, mais qu'est-ce que c'est l'IA et comment on peut l'utiliser? Euh, avant que, en fait, oui, les hackers ils utilisent IA beaucoup plus que nous, on utilise IA pour se défendre. Que le webinaire commence, on était en train de jaser et puis on parlait de Anthropic. Anthropic, ils font beaucoup d'études sur les attaques dans lesquelles les hackers utilisent IA, justement pour se défendre et puis, tu sais, créer une solution de défense. Euh, dans un des derniers cas, ils ont trouvé un groupe de hackers qui ont utilisé le code Claude pour rouler leur attaque. En réalité, ils ont utilisé Claude pour trouver leur victime, la phase reconnaissance. Ils ont trouvé l'IA pour obtenir les accès initiaux et exploiter les credentials. C'est l'étape exploitation. Ils ont développé le code par l'IA pour contourner le EDR. Et ce qui est très intéressant, Alain, c'est que Peut-être live, ils expliquer le reçoivent. EDR. Peut-être expliquer. Excuse-moi, oui, le antivirus avancé. Ça s'appelait antivirus il y a 15 ans. Aujourd'hui, c'est Endpoint Detection and Response. C'est un antivirus avancé qui est basé sur le comportement. Fait ils ont commencé à attaquer la victime. Live, ils recevaient le feedback des outils de détection et tout ça. Et on the spot, ils modifiaient le code pour contourner les outils de défense. C'est quand même incroyable. Je veux dire, quand on dit on construit un avion en volant, c'est exactement ça. Ils attaquaient, ils utilisaient AI et ils modifiaient le code au fur et à mesure qu'ils recevaient des réponses de l'environnement de la victime. Et finalement, ils ont réussi à exfiltrer des données de plusieurs clients en même temps. Et ce qui Ouais, est c'est ça. intéressant, c'est que une des utilisations de IA dans cette attaque-là, c'est que ils ont été capables d'obtenir accès à plusieurs types de données. Fait que via l'IA, ils étaient capables de prioriser quelles données coûtent plus cher sur le dark web et ils ont priorisé l'exfiltration de ces données-là en premier, juste au cas où s'ils se sont Ouais, fait arrêter, au moins les données les plus importantes sont déjà sorties. Tu vois, le cycle d'attaque, c'est le même cycle d'attaque. Reconnaissance, exploitation, développer un malware, attaquer et puis exfiltration. Ça existe depuis la nuit du temps. Mais la subtilité dans ce cas-là, c'est que toutes ces étapes-là sont faites par l'IA et on the spot et personnalisées en fait, customizable, j'allais dire, mais personnalisées. Un autre cas qu'on s'est parlé aussi la semaine dernière, c'est l'utilisation de l'IA agentique par le gouvernement chinois qu'ils ont fait une attaque d'État. En fait, celle-là, c'est beaucoup plus, bah, j'allais dire intéressante, oui, intéressante au niveau de use case, mais quand même épeurant. 80 à 90% des opérations pendant l'attaque a été faite sans intervention humaine. Ça a été l'agent de IA agentique qui s'est ajusté au fur et à mesure pendant l'attaque. Ils ont attaqué 30 entreprises dans différentes industries, tech, financier, manufacturier, les agences gouvernementales. Et ils ont réussi à obtenir beaucoup d'informations. Anthropic, bon, en fait, ils ont utilisé le code Claude et Anthropic, ils ont réussi à le détecter et désactiver le compte. Est-ce que ça a été détecté trop tard? Je ne sais pas, il n'y a pas beaucoup de détails, mais le point le plus important, c'est que c'est un agent de IA qui a exécuté toute l'attaque 80-90% par lui-même sans avoir besoin d'une intervention humaine. La seule intervention humaine, c'était à la fin pour décider, OK, quelles données on va exfiltrer, quelles données qui nous intéressent.
Si jamais il y en a qui sont intéressés par leur dernier rapport d'Anthropique, juste levez la main puis on va vous envoyer ça. C'est assez impressionnant. C'est un peu technique, là, mais on voit l'architecture agentique qui a été utilisée. Fait imaginez plein de petits process IA qui sont lancés en parallèle, qui peuvent aussi attaquer donc, plusieurs clients sur plusieurs axes en même temps. Donc, c'est assez impressionnant de voir l'architecture qui a été utilisée. Et ce qui est intéressant à considérer aussi, tu sais, ils utilisent IA, étant donné qu'ils utilisent IA et puis la performance est beaucoup plus élevée qu'un humain, la vitesse d'attaque est beaucoup C'est plus ça. rapide, beaucoup plus performante aussi. Donc, les temps de C'est ça réaction qui est pour la impressionnant. défense, il faut les accélérer aussi. Absolument. Il y a deux personnes qui ont levé leur main. Je vous invite soit à taper votre question dans le Q&A ou bien à dire votre question si vous préférez la poser maintenant. Jean-François, Provencher. Ouais, je pense il a levé la main pour avoir le rapport. Ah, OK, OK. Donc, recevoir le rapport. Donc, Est-ce que je passe à la prochaine? Est-ce qu'il y a une question sur ce sujet-là? parfait. Est-ce que vous souhaitez les prendre en note, les noms, pour envoyer le rapport Alain et Mehdi? Ou tantôt, ben, si c'est dans le Q&A, on va le voir tantôt. Donc, OK, donc simplement mettre une petite note dans le Q&A pour ceux qui souhaitent. Jean-François, Steve, je vois que Hugo a déjà marqué. donc maintenant, l'IA en termes de potentiel aussi, c'est drôlement intéressant parce qu'il y a beaucoup d'outils sur le marché qui sont en train de s'enrichir avec de l'IA intégrée à l'outil. Donc, je vais laisser Mehdi en parler un peu. Tout à fait. Bon, on a parlé un peu mal de l'IA, mais l'IA est pas mauvaise. On n'est pas en train de décourager tout le monde d'utiliser l'IA. Au contraire, on est, on encourage les entreprises à utiliser l'IA, mais dans un cadre bien structuré, avec une bonne gouvernance. Euh, Nous, je peux vous donner des bons exemples de notre côté. On utilise beaucoup de IA pour justement améliorer la performance de détection, améliorer le temps de détection, le temps de réponse. Autant que les hackers utilisent IA pour améliorer la performance de leur attaque, nous aussi, on l'utilise pour améliorer le temps d'investigation. Le plus tôt qu'on est capable de commencer un root cause analysis, une analyse de root cause. Le plus tôt qu'on est capable de le terminer, mieux c'est. Fait que nous aussi, on l'utilise énormément pour réduire les noises, les fausses alertes, les false positifs. On utilise énormément. Fait que l'industrie de défense, pas de défense armée, mais défense cybersécurité est en train d'aller vers cette optique-là aussi, d'utiliser l'IA pour se défendre beaucoup mieux, beaucoup plus rapidement. Je pense que les deux notes que tu as mis en bas à droite, Importante. Alain, objectif clé, c'est exactement ça, Ouais, le nerf de la guerre. c'est la On clé. utilise l'IA pour réduire le temps de détection, pour Ouais. réduire le temps de réponse et arrêter les attaques Peux-tu donner un le plus exemple rapidement sur possible. la détection comportementale, soit des outils avec un peu les algorithmes qu'ils ont intégrés? Ben, en fait, oui, un bon exemple, c'est en fait nous, notre plateforme de SIAM, c'est sur l'outil de Google, Google Chronicle, qui a été renommé à Google SecOps. Dans Google SecOps, il y a énormément de processus de Gemini qu'on utilise pour justement faire ce genre d'investigation-là. Euh, Google les offre out of the box. Nous aussi, on les peaufine et puis on l'utilise aussi. Fait que, tu sais, le temps d'investigation pour un incident qui prenait 25 minutes dans le passé, aujourd'hui, pour nos analyses, ça prend à peu près 5, 6, 7 minutes. Fait que tu vois à quel point c'est beaucoup plus efficace d'utiliser Gemini pour faire l'investigation par rapport à il y a un an et demi, 2 ans que ce genre de robot n'existait pas dans notre environnement. Puis au niveau de l'identification des menaces émergentes, dans le temps, on avait nos fameuses listes qu'on mettait à jour une fois par mois. Puis là, aujourd'hui, il y a des menaces Absolument. émergentes qui sont en temps réel. Puis tu nous en parlais un peu.
Absolument, il y a quand même beaucoup de sources qui existent sur le marché que les entreprises utilisent. La recommandation, c'est d'utiliser plusieurs sources en même temps pour avoir une vue beaucoup plus globale. Nous, on fait exactement la même chose. On reçoit des thread feeds de Mandiant, la plus grande entreprise en cybersécurité qui a été acquise par Google. Fait que ce thread feed-là, ça rentre dans notre plateforme automatiquement. Et nous, on a identifié plusieurs sources autres que Mandiant aussi pour feeder notre intelligence de menace. Fait que nous, on fait une corrélation de différentes sources qui nous envoient des informations. Un autre élément, moi, qui m'interpelle dans ce slide-là, j'en parlais tantôt, on voit des gens qui déploient des outils qui génèrent des super beaux logs. Les logs créent des fausses alertes ou des faux positifs. Puis là, maintenant, les gens arrêtent de les regarder. Si les gens arrêtent de les regarder, c'est la pire chose qui peut arriver. Aujourd'hui, il y a des outils d'IA qui permettent de mieux analyser les logs, de faire une agrégation qui est plus intelligente. Peux-tu nous parler un peu de ça? Absolument. Écoute, c'est vraiment intéressant que tu t'en parles. Dans le domaine de SecOps, il y a un phénomène qui s'appelle, en fait, il y a deux phénomènes. Log fatigue et alert fatigue. Ça veut dire, log fatigue, ça veut dire que tu ingères tous les logs de l'environnement et tu sais pas quoi faire avec. L'importance d'avoir des logs, c'est avoir des logs intéressants sur lesquels tu es capable de bâtir des règles de détection. Fait actuellement, justement, avec l'IA, on est capable de faire le ménage dans les logs. On met à la poubelle les logs inutiles, on reçoit les logs utiles sur lesquels on est capable de bâtir les règles de détection. Fait un environnement très propre. Alert fatigue, c'est le même. C'est le troisième point qu'on voit sur le diapo ici. C'est la réduction des bruits. Tout ce qui est Hmm. des false positives. Les agents de IA nous aident énormément d'éliminer les false positives. Si tu as ces deux phénomènes-là dans ton environnement SecOps, ça veut dire que la qualité de service de ton SOC est Des vraiment problèmes. mauvaise. Si tu es Ouais. capable de les enlever, tu gagnes une coche de qualité beaucoup plus élevée. Hmm. Est-ce que tu veux dire quelque chose sur les réponses automatisées, là? Tu sais, on a vécu ensemble un incident chez un client, puis on a réagi très rapidement, là. C'était la notion de l'isolation instantanée. Comment on ferme les portes le plus rapidement possible? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces volets-là, puis comment l'IA peut nous aider? Absolument. Absolument. Écoute, le fameux outil EDR, le antivirus avancé dont on a parlé, aujourd'hui, il y a beaucoup de processus automatisés pour mettre en quarantaine, mettons, une machine qui est infectée par un virus ou par un malware. Ça, pour être honnête avec toi, Alain, ça dépend de l'appétit de risque de chaque entreprise. Il y en a qui disent non, 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 je veux prendre une action manuelle. Quand je sais que ma machine est infectée par un virus ou un malware, je veux la mettre en quarantaine moi-même. Il y a des entreprises qui disent, c'est pas grave, même si c'est à 2 heures du matin, 2 heures de l'après-midi, même si c'est la machine du OK. président, si elle est infectée, je veux que mon outil prenne la décision de le mettre en quarantaine. Fait que tout ça, aujourd'hui, ça existe, puis nous, on travaille avec ces outils-là tous les jours. Et parmi les clients, comme je te le dis, on a vraiment des clients qui ont l'appétit de prendre une action automatisée. Il y en a qui disent non, prenons l'action manuellement. Donc, on va passer parce qu'il y a des écarts. Donc, des solutions accessibles aux PME. Tantôt, on avait la question, est-ce que c'est juste les grands joueurs qui peuvent se permettre ça? Donc, ici, on voit aussi une démarche aussi. Il y a un élément d'évolution dans les solutions et les réponses possibles. Absolument, absolument. Pour répondre à la question, c'est vraiment ce ce matin, on a eu un appel avec un client avec 8 usagers. 8. Et il voulait vraiment avoir la surveillance. Et puis, il disait que, ouais, on est peut-être très petit, mais il n'y a pas petit, grand. Ça dépend quel genre d'informations tu gardes dans ton environnement. Si tu as un bureau d'avocat ou un bureau de notaire avec plein d'informations sensibles et confidentielles, même si vous êtes deux, t'es mieux d'avoir une surveillance parce que c'est ta réputation qui est en danger. L'approche est très facile. Puis, tu sais, aujourd'hui, c'est pas comme il y a 10 ans qu'un outil de SIAM, ça allait te coûter 2 millions de dollars, là. Aujourd'hui, tout est devenu modèle MSSP, très, très, très personnalisé. On est Dans le capable cloud.
Dans le cloud, exactement. Et puis, on est capable de le couper en morceaux pour les petites entreprises. On comprend que, tu sais, une entreprise de 8 personnes ne sont pas capables de payer 100 000 pour la solution de la surveillance. Fait que ça existe des solutions beaucoup, beaucoup moins chères qui rentrent dans le budget des PME. Le problème, ce n'est pas de l'argent aujourd'hui. Le problème avec les PME, c'est la mentalité. Ils pensent qu'ils sont trop petits pour avoir les solutions de cybersécurité ou utilisation de l'IA. Il n'y a pas de petits clients. Tout le monde en a besoin. Tout le monde a besoin d'utiliser IA pour améliorer sa performance, sa productivité. Tout le monde a besoin de la surveillance cybersécurité parce que l'attaque existe pour tout le monde. Fait qu'il y a des approches qu'on préconise. On fait un audit très léger. On définit les actifs les plus importants. On est capable de mettre des solutions de SIEM en place, des solutions de défense EDR justement en place. Et puis après, au fur et à mesure, on grandit dans notre maturité et puis on devient meilleur et meilleur dans notre posture. Peut-être nous donner un petit peu un exemple pour les solutions intégrées. On voit quelques noms ici qui sont assez populaires. Ils ont des pricing qui sont par utilisateur ou par end of point, point of, c'est les points de service, Endpoint. endpoint plutôt. Donc, peux-tu me parler un peu de ça, peut-être peut-être des exemples de prix? Euh, voilà, le prix, j'avais évité de le dire on the fly Ah, sur pas correct. sur un webinaire, mais oui, il y a des solutions tu sais, qui sont bundlées, si vous me permettez d'utiliser la terminologie, tu sais, tout ce qui est les outils Microsoft, tu sais, nous, on promouvoit aucune solution, mais ce sont des solutions qui sont quand même très bien cotées sur le marché. Ils font un bon travail, tout ce qui est Defender, Sentinel-One. Et comme j'ai dit, nous, de notre côté, qu'on utilise Google SecOps, on est capable vraiment de décortiquer les solutions au petit prix pour les petites entreprises, là. Le point le plus important, Alain, c'est que la solution existe. Inquiétez-vous pas, ça va pas coûter vous fortune. Mais C'est encore bon. une fois, je reviens sur la mentalité. Ouais. Vous devrez avoir la mentalité de dire que il n'y a pas de petites ou grandes entreprises pour être attaquées. Tout le monde peut être une victime. Puis souvent, les hackers préfèrent les petites qui sont moins bien préparées, c'est plus facile. Ben, en fait, il y a différents types de hackers, Alain. Il y en a des hackers qui vont cibler une entreprise parce qu'ils connaissent l'entreprise puis ils veulent faire mal à cette entreprise-là. Et il y a des adolescents de 14, 15, 16 ans qui sont brillants, qui sont dans leur sous-sol et puis ils s'amusent sur Internet. Puis ils savent pas c'est quoi le degré de mal qu'ils font aux entreprises. Ils l'attaquent juste pour un plaisir Mais, personnel, tu vois, ouais. pour s'amuser, ouais. Donc, peut-être, donc l'IA ne remplace pas la vigilance humaine. Donc, ça reprend un peu les messages tantôt par rapport à la perception que les gens ont, là. Donc, vigilance humaine, l'humain au cœur des processus de cybersécurité est extrêmement important. Chez FCO, on a ce qu'on appelle le rôle du ciseau on demand, parce que les PME ne peuvent pas se payer un ciseau senior à temps plein. Donc, il est possible d'avoir un ciseau qui est un architecte de la cybersécurité, qui va faire aussi le lien entre la technologie, les aspects technologiques et les éléments de gestion de risque au board. Donc, qui a une vision aussi exécutive de la cybersécurité. Peut-être nous en parler un peu, parce que là, on travaille ensemble sur ce volet-là. Oui, absolument. Et tu vois, je viens de donner l'exemple de l'IA agentique qui a été utilisée par les Chinois pour l'attaque d'État. À la fin, ils ont utilisé une intervention humaine. Je veux dire, l'IA ne peut pas remplacer l'humain entièrement. Moi, la recommandation que je peux donner à tout le monde, tu sais, c'est comme n'importe quoi. Tu veux configurer un pare-feu, tu vas aller chercher un admin réseau pour configurer ton pare-feu parce que tu sais pas comment ça marche. La cybersécurité, tu vas aller chercher un expert. L'IA, c'est pareil. Il faut aller chercher, il faut pas hésiter à aller chercher des experts. Il y a tellement de différentes branches de IA qui existent aujourd'hui qu'une mauvaise décision dans notre organisation, ça peut faire vraiment mal. Ça peut donner accès illimité aux gens qui n'ont pas supposé d'avoir accès sur certaines documentations. Fait que je reviens sur le fait que
On encourage tout le monde d'utiliser IA, mais ça prend une gouvernance, ça prend l'accompagnement, ça prend la sensibilisation. Et je mets beaucoup d'emphase sur la Ouais. sensibilisation pour que les gens ils sachent ça va être quoi l'impact négatif éventuel d'un partage d'un document ou information. Donc, peut-être pour terminer, l'approche 360 audit, alignement, action. Donc, on a mis en place chez nous une approche de ce qu'on appelle le cybersécurité 360 ou le CISO 360. Donc, ça prend un diagnostic structuré, ça prend aussi un alignement stratégique parce que, comme je disais tantôt, on n'est pas tous des banques, on ne sécurisera pas nécessairement à 100%. Parce qu'il y a des risques et la probabilité versus l'impact n'est pas assez grand pour ça. Mais par contre, pour ce qui n'est pas sécurisé, mais il faut gérer les risques. Il faut avoir les plans d'intervention en place. Donc, une fois que cet alignement stratégique-là a été mis en place, donc le programme a été mis en place, mais c'est de l'exécuter. Un programme CISO 360 as a Service, à quoi ça ressemble? C'est que, d'une part, on offre un package de base qui contient l'audit de cybersécurité qu'on appelle le CISO 360. Après ça, on a aussi un forfait sur la loi 25, donc cybersécurité en fait, c'est le contrôle de la loi 25. On fait un audit sur la loi 25 et on peut déployer un portail qu'on appelle ma loi 25 qui permet de colliger ou de centraliser tous les documents reliés à la loi 25, toutes les procédures de, voyons, déclaration. Ça permet aussi à l'auditeur de loi 25 d'accéder à un seul endroit à l'ensemble des documents et au processus de gestion de la loi 25. Ça vient, ce programme-là, le package de base, il vient aussi avec un vCISO, donc un ciseau on domaine, un certain nombre d'heures par semaine qui vient encadrer, devenir le chef d'orchestre. C'est aussi le vCISO qui va mettre en place les plans d'intervention. On peut offrir aussi des SecOps si vous n'avez pas les ressources nécessaires pour mettre en place les différentes actions technologiques à mettre en place, par exemple, les mises à niveau, des choses comme ça. Donc, des SecOps peuvent venir en soutien. Puis un dernier élément qui sont les KPI. Donc, les KPI de gestion, oui, on a des KPI techniques, mais surtout la notion de KPI exécutif pour pouvoir communiquer l'avancement du programme de cybersécurité à la haute direction. Dans les entreprises où il y a un board, c'est encore plus important. Le board va vouloir se faire rassurer. Donc, c'est le VCISO qui vient présenter l'état de la situation par rapport à la cyber. Puis ensuite de ça, on a des options à la carte grâce à des partenaires. Donc, surveillance SOC 24/7, donc ce que fait l'entreprise de Midi. DR Service, donc Disaster Recovery Service, ce sont des environnements qui sont mis à disposition. Donc, on prend un abonnement avec de la redondance, qui répondent à des niveaux de service s'il y a des attaques, qu'on soit capable d'être relevé rapidement. La notion de réponse aux incidents, tantôt on a parlé que le vCISO a un rôle de mettre en place un plan de réponse, mais s'il y a une attaque, il faut être capable de l'exécuter rapidement. Donc, le plan de réponse, il y a des gens qui sont spécialisés à agir très rapidement avec les bons outils pour limiter les pertes ou fermer les environnements lorsqu'il y a une attaque. Puis à ça, il y a aussi un ensemble d'activités de gouvernance, de suivi de l'incident. Les pen tests, donc scan de vulnérabilité puis essai d'intrusion, on a un partenaire aussi qui offre ce volet-là. Programme de sensibilisation, il y a différents types de programmes de sensibilisation qu'on peut mettre en place. Security outils, c'est un domaine de sécurité qui est spécialisé avec des outils spécialisés, des expertises spécialisées. Donc, lorsque vous avez des environnements manufacturiers ou des environnements fortement opérationnels avec des sensors connectés sur Internet, ben, il faut les sécuriser. Donc, ce volet-là aussi est en mode de surveillance SOC 24/7 également, puis infrastructure d'outils. On peut offrir ces services-là. La conformité, on parle de gestion des données, suivi de la conformité, si ce soit la loi 25, mais il faut les gérer, nos données sensibles, où est-ce qu'elles sont, comment je fais le suivi de ça. Donc, il y a des outils et puis des expertises là-dedans. Puis les deux derniers volets qui sont des volets, je pense, qui sont en appui, l'assurance cyber-risque. On a un partenariat avec un courtier qui est capable de négocier des polices d'assurance à prix réduit si le programme est bien mis en place. Puis également une firme d'avocats qui permet d'être le breach coach, donc est une firme qui sont spécialisées dans la négociation
avec les attaquants. Bref, qui vont aussi donner des conseils sur la façon de communiquer aux actionnaires, aux autorités réglementaires. Donc, l'ensemble de la communication est traité par des avocats. Donc, ça vous donne un peu une idée de ce que c'est un programme CISO 360 as a Service qui couvre l'ensemble des volets. Puis le mode d'intervention, en fait, si cela vous intéresse, on offre une évaluation gratuite, donc un CISO 360 Express qu'on peut faire en une demi-journée, ce qui nous permet d'avoir un peu la taille de l'intervention, ce qui nous permet de lancer un CISO 360 complet. Si vous n'avez pas d'audit de cybersécurité, on peut en faire un. Si vous en avez un qui est récent, qui a été fait par une firme qui est crédible, on va le regarder puis on va l'analyser pour mettre en place les éléments du programme, donc le roadmap de sécurité. Puis après ça, on passe en mode opérationnalisation. Est-ce qu'il y a des questions? Et Alain, oui, il y a deux questions auxquelles que Mehdi a déjà regardé, auxquelles il va pouvoir répondre. En fait, oui, il y a une question qui dit, ma bonne amie Catherine, elle demande, elle a du mal à comprendre, ça veut dire quoi, faire attention à l'IA. En fait, j'ai touché le sujet, mais je vais aller un peu plus en détail là-dessus. Ça prend un cadre de gouvernance, l'utilisation de l'IA. Ça vient de l'entreprise. Il va falloir que ça soit clair quel outil qu'on va utiliser, quelles données on va partager et ainsi de suite. Ce cadre-là, ça vient habituellement de la haute direction, de l'équipe légale surtout, en étroite collaboration avec l'équipe cybersécurité, bien sûr. Après, ça prend le blocage. Je vous donne un exemple. Si on dit que Copilot, c'est l'outil officiel de notre entreprise, on doit être capable de bloquer le reste. Là, vous allez me dire, ça va être difficile de bloquer le reste. Oui, ça va être difficile de bloquer le reste. C'est autant difficile que bloquer, mettons, tous les sites de l'arme à feu. Tu sais, on va avec la catégorie, on bloque, mais là, il va y avoir une exception à un moment donné quelque part. On prend l'action sur l'exception. Les exceptions, on va s'en occuper une par une plus tard. Fait que ça prend un cadre, ça prend le blocage et ça prend la surveillance. Après, tu vas avoir des exceptions, des dérogations. Mettons, l'équipe légale qui dit, ouais, mais mon travail, c'est de voir tous les outils de IA pour voir c'est quoi qui est sorti de mon organisation. Oui, t'as raison. Fait qu'on on va gérer cette exception-là par après. Fait que fait que c'est ça, ça prend le cadre. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Tu peux juste écrire dans le chat ou dans le QA pour être certain que j'ai bien répondu à ta question. La deuxième question est surtout sur l'utilisation d'un outil qui s'appelle ESET. Écoute, je veux pas dire quel outil utiliser, quel outil ne pas utiliser. Et tout ce que je peux te dire, c'est, en fait, il y a deux choses. Premièrement, ça dépend de votre environnement. Je donne un exemple simple. Si vous êtes stack Microsoft all the way, euh, c'est évident que tu es mieux d'aller avec Microsoft Defender. Ouais. Si tu es best of breed, tu peux utiliser n'importe quelle solution. Ça devrait fitter dans votre environnement. Tu sais, je peux pas dire ici c'est un bon outil. C'est un bon outil. Obviously, c'est un bon outil. Mais ça dépend si c'est dans un environnement OT ou pas. Tu sais, on voit plus en plus les outils comme McAfee, Trellix dans les environnements OT qui sont fully air-gapped. Pas d'accès à Internet, hautement segmenté. Est-ce que Trellix est une bonne solution que j'utilise sur mon laptop? Moi, je le préconise pas pour moi. Mais dans cet environnement-là, oui, pourquoi pas, ça fait la job. Fait que ça prend une étude. Deuxième point, et le point le plus important que je l'ai touché pendant la présentation, c'est le configurer bien comme il faut. Tu peux utiliser i7 et que ça fonctionne beaucoup mieux qu'un Defender qui est pas bien fine-tuné. Tu me suis un peu? Fait que, oui, tu peux utiliser ton i7, mais configure-le bien comme il faut dans ton environnement. Il y a une autre question qui est sortie. Est-ce qu'on fait des audits ISO SOC 1, SOC 2? La réponse est oui. Oui. Chez Officio, il y a plein d'experts
de ces certifications-là, qu'ils ont déjà fait plusieurs Puis dans le dans passé. certains cas, comme par exemple CMMC, on ne fait pas la certification, mais on accompagne dans le coaching pour l'obtenir. Parce que ça prend des organismes qui font la certification qu'on connaît, qu'on pourrait référer, mais on va plus se positionner à ce moment-là dans un mode coaching. Merci beaucoup, Alain et Mehdi. Avant de conclure, je vais simplement apporter l'attention des participants dans le chat parce qu'on parlait, Mehdi, tu parlais de l'importance d'une politique, d'une gouvernance et on a collaboré, nous, chez Explorer, notre président, Olivier, a mis son sceau d'approbation et a contribué à une politique d'IA pour encadrer l'IA et c'est disponible chez Iceberg Management. Dans le fond, c'est une initiative de Iceberg Management. C'est un document payant, c'est un document d'accompagnement de politique, une formation, bref, c'est un package au complet qui est vraiment très, très bien fait. Donc, je vous invite à aller voir ces outils-là au lieu de partir de zéro, là, c'est Oui. vraiment une bonne base. Et donc, on voit vos adresses courriels. Il y a le site efficio.ca aussi qui est disponible. Je remercie tout le monde pour votre participation. Le webinaire va être déposé sur notre site dans la section ressources. Et puis, envoyez-moi aussi vos idées pour des prochains webinaires. On a traité de subventions, on a traité de cybersécurité. Alors, vous pouvez m'écrire Doriane à explore.ai ou bien par LinkedIn. Mon nom est facile à trouver, là. Il n'y a pas beaucoup de doublons de Doriane DS sur LinkedIn, donc c'est très, très pratique. Et que je vous invite à communiquer avec moi pour nos prochains webinaires. Et puis encore merci de votre participation. Je vais t'en suggérer un tantôt, un bon sujet. Merci, Alain. Merci Merci à tout le beaucoup. monde. Bye bye. Merci tout le Bye monde. bye. Bonne journée.